Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet, boum boum boum, pour une nouvelle émission, pour une nouvelle discussion Hall of Fame, on vous l'avait promis, et la Dream Team est de retour. D'un côté, Antoine et ses écrits sur 130 livres, de l'autre, la voix, l'unique voix de la boxe en France, Christian Delcourt est là aussi, salut messieurs. Salut les pirates. Salut. De nouveau réunis. De toute façon, vous l'avez promis dans la discussion Félix Tito Trinidad qui est actuellement sur la page, je vous la conseille pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, mais on s'était promis à la fin de cette émission de revenir parler d'une figure extrêmement importante de la boxe dans cette période, dans cette parenthèse enchantée que sont la fin des années 80, les années 90, donc la grande époque où la voix de Christian résonnait dans nos oreilles, mais aussi un champion, un Hall of Famer justement de la classe 2005. Il a été intronisé au Hall of Fame en 2005. C'est Terry Norris, qui a une grande histoire aussi française au sein de sa belle carrière. Et je pense qu'il était temps pour les nouvelles générations de reparler de ce phénomène terrible qu'était Terry Norris. Alors j'espère que Christian et Antoine auront autant de plaisir que moi à se replonger dans cette carrière incroyable. Avant de commencer, Christian, est-ce que tu pourrais avant qu'on commence à évoquer sa carrière sportive, peut-être ta première rencontre avec Terry Norris, peut-être ta première interview, ou le premier Media Day auquel tu participes et tu le vois, quelle a été l'impression que tu as eue quand tu as vu ce personnage Terry Norris? Eh bien, la première interview, la première fois où j'ai vu Terry Norris, regardez, c'est juste derrière moi, c'est Léonard Norris. Vous savez, ces fameuses affiches jaunies, Madison Square Garden. C'était mon premier combat au Madison Square Garden en février 1991. C'est tout juste géant. Jean-Claude, lui, était déjà allé et il m'emmène là-bas. On va à New York. Alors, on avait déjà fait Las Vegas, etc. Mais le premier à New York, vous imaginez, vous arrivez et le matin, avec le décalage horaire, je n'arrivais pas à dormir. Il fallait que j'aille dans les rues de New York. C'était ma première visite à New York. Et vous tombez ici dans les gratte-ciel, etc. Et vous dites, non seulement vous allez découvrir les gratte-ciel, mais vous allez découvrir un monument. Ce monument, il s'appelle Sugar Ray Leonard. Il va affronter un petit jeune qui s'appelle Terry Norris. Terry Norris qui lui dit, écoute, moi, je n'ai qu'une chose, qu'une envie, c'est de t'envoyer à la retraite. Je sais que Roberto Duran, je sais que Thomas Hearns, je sais que Marvin Hagler n'ont pas réussi à t'envoyer à la retraite. Mais moi, mon garçon, je vais t'envoyer à la retraite. Et ça, ce sont des mots qu'il nous a dit dans une interview. Et on se disait, mais le jeune, là, il a pas le melon comme ça. Et on sait que déjà, parce qu'on va revenir dans sa carrière juste avant, parce qu'il est quand même champion du monde. Et on se dit que Sugar Ray Leonard, lui, il a déjà fait plusieurs comebacks. Il en fait encore un autre face à Terry Norris. Voilà ma première rencontre avec Terry Norris. Même si Terry Norris était arrivé en France et avait combattu contre René Jacot, on va en parler forcément. Mais ça, c'était pas sur Canal+, c'était sur TF1. Voilà, justement. Il y a eu plein de spoilers déjà, grâce à Christian, vous allez vraiment vous régaler parce que ça arrive. Tout ce que Christian vient de dire, ça arrive dans l'émission. Alors toi, Antoine, ton premier contact avec ce phénomène-là, il arrive quand? A posteriori, peut-être? Dis-nous quoi. Ça vient plus tôt que pour Trinidad. Ça vient plus tôt parce que je regardais plus souvent et plus facilement TF1 que Canal+. Et donc, on a parlé du combat entre Terry Norris et René Jacot. Et moi, ça a été ma découverte du bonhomme, sachant que il arrivait avec une réputation qui rendait extrêmement curieux. C'est qu'il avait, et je ne spoile pas la suite, mais il avait foutu en l'air un très très grand nom et on voulait voir la bête. Alors effectivement, on était à fond pour Jacot. La vérité, c'est qu'on a vu ce soir-là, on a vu la montée en puissance, on a vu la révélation de ce qu'était une future ou une déjà star mondiale de la boxe des années 90. Alors, tout à fait. Ah, c'est bien quand il dit, Antoine, il parle, on voulait voir la bête,
mais la bête avait battu une bête. Oui, encore du spoiler, voilà, on n'en dit pas plus, mais effectivement, il y a le Terrible avait beat the beast, effectivement, il beat the beast. Mais alors, je rappelle encore une fois pour ceux qui nous découvriraient que Antoine, écrivain avec sur le blog 130 livres, écrivain de boxe, je vous conseille ses textes, mais Christian, effectivement, cette figure au micro de Canal+, vous la connaissez, mais c'est aussi un écrivain de boxe et on le redit jamais assez. Et donc moi j'ai relu, on en parlait la dernière fois, mais j'ai relu parce que Terry Norris fait partie des portraits de Christian Delcourt qu'il avait écrit. Alors Christian, j'ai envie de te dire que sur ce portrait de Terry Norris que tu fais, eh ben franchement, là, quand je le lis, je t'entends. Comme pour Bad Sugar, j'entends Christian Delcourt, j'entends ton phrasé, c'est incroyable, je t'entends, tu sais. Cela me prend des semaines avant un combat. Je ne pense plus qu'à la boxe. Je dors boxe, je mange boxe. Mieux, je bouffe tous les jours mon futur adversaire. Le 9 février 91, au célèbre Madison Square Garden de New York, Terry Norris dévore même du champion. Du très grand champion. Alors ça, c'est du pur Christian Delcourt dans le texte, tu sais. Voilà, face à lui, la légende, Sugar Ray Leonard. Ah, c'est vraiment du pur Christian, j'adore, mais je me replonge dedans, je t'entends, c'est génial. Voilà. Alors, messieurs, on y va sur ce phénomène Terry Norris, ce qui a j'en parlais avec Antoine, qui a vraiment une figure essentielle parce que pour moi, il représente plein de choses, on va en parler, mais l'une des premières choses qu'il représente, c'est que, en fait, Terry Norris, bien sûr, son aura était grande dans les années 90, mais c'est vraiment encore tu sais, ces boxeurs qui sont des résidus de l'état d'esprit de la boxe dans les années 80. Ils ont le même état d'esprit, ils ont été forgés par les 4 Fantastiques notamment, et donc ils continuent à boxer ce même genre de carrière, ce même genre de boxe, et ils ont cette même mentalité sur le ring. Et c'est ça qui est très intéressant. Et donc avec Terry Norris, en fait, comment dire, là où vraiment je pense qu'il apparaît aux yeux du grand nombre des fans de boxe, ça arrive en fait finalement très tôt ça arrive en 88, avec pour moi un combat que je vous conseille d'aller revoir parce que en termes de pugilisme, ce que je vous dis souvent, des fondamentaux et des skills, c'est très important. Ça se passe au Caesars Palace en 88 contre Quincy Taylor. Quincy Taylor, et là on va faire une petite aparté, Quincy Taylor qui a été quelqu'un de plus important qu'on ne le croit. Il était un sparring partner attitré de Sugar Ray Leonard et même un ami de Sugar Ray Leonard. Anecdote, les amis. Anecdote de la grande histoire de boxe. Quand Sugar Ray se prépare pour son grand retour en 87 contre Marvin Hagler, Leonard a dans l'esprit avec son coin de rentrer dans Marvin Hagler. C'est un peu ça le plan. Et puis il se passe des entraînements avec Quincy Taylor, et Quincy Taylor, donc c'est ça l'anecdote, va knocker Sugar Ray Leonard en sparring, pour vous dire, hein, parce que c'était des mecs, ça y allait. Donc il le knock, et ça changera tout. Leonard va dire maintenant je vais faire le boxeur. Finalement, je vais faire le boxeur, et grand bien lui en a pris. Ça c'est la petite anecdote. Mais ils sont amis. Pourquoi ? Parce que dans le coin de Quincy Taylor, ce soir-là, Sugar Ray Leonard est là. Et dans le coin de Quincy Taylor. Et donc, il y a un gros combat qui se passe. Et normalement, ça aurait dû être le combat pour Quincy. Mais Terry, et trouble fait, il va super bien boxer. Regardez, il a un short noir. Et ça boxe. Enfin, c'est limpide. C'est d'une majestuosité. Ça a montré dans toutes les écoles de boxe. Voilà. Et il est au-dessus. Mais 2 choses vont apparaître. Si je me souviens bien, dans ce combat, ou peut-être le combat qu'il fait avant, il y a un knockdown, il pousse son adversaire au knockdown, et arrive un coup qu'il n'arrive pas à maintenir, à retenir, alors que son adversaire touche déjà le sol. Donc il y a un coup derrière la tête de Terry Norris. Voilà. Gardez ça en mémoire, on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà. Et puis quand on t'écoute, là, on dit, ça y est, c'est la marque de fabrique.
la marque de fabrique de Terry Norris, mais c'est la marque de fabrique aussi d'un grand champion parce que contre Quincy Taylor, il revient encore une nouvelle fois au César Palace. Et le César Palace, Sugar Ray Leonard y connaît et en fait ne boxe pas n'importe qui au César Palace. Non, surtout à ce moment-là, tu as raison. À ce moment-là, le niveau de prestige, comme tu dis, Christian, du César Palace, voilà, le César Palace peut proposer que du prestige. Donc ça vous dit aussi les choses. Et puis deuxième anecdote, c'est le round où Terry est un peu plus dans le dur, c'est-à-dire que Quincy se laisse pas abattre. Et au 9e round, Quincy, alors que Terry Norris, on a l'impression que ses fondamentaux sont tellement bien et tout, il se prend une droite en ligne, mais meurtrière. Il tombe pas, hein. Il la mange, il l'encaisse, mais tu sens que voilà, il fait une erreur tactique, boum, ça paye cash. On y reviendra aussi dans sa carrière. Et donc voilà, c'est une victoire au point sur Quincy Taylor. C'est un premier grand nom à l'époque que Terry Norris arrive. Il rentre véritablement dans la danse. Mes chers amis, et puis j'ai pris beaucoup la parole. Est-ce que sur ce début de carrière, Antoine, avant qu'on passe à l'année 89 et Julian Jackson, est-ce que vous avez quelque chose peut-être à dire, à rebondir? Ah, on t'entend pas, Antoine. Juste pour préciser, ça va être mieux que son talent, il est déjà très sensible en amateur. Il a des stats Lomachenkoesque en amateur. Il a gagné 291 combats, il en a perdu 4. Alors, il a pas fait les JO, certes, mais au Texas, c'est le patron, c'est le shérif, et il a une maîtrise des fondamentaux complète, parfaite. C'est un boxeur qui, avant sa première chance mondiale, dont on va parler contre Julian Jackson, c'est pas du tout un boxeur protégé. Il commence vite à boxer des types qui sont durs. On a parlé effectivement de Quincy Taylor. Il va boxer 2 fois Gilbert Baptiste, qui était un journeyman relativement costaud, pas un boxeur brillant, mais un type qui a fait la limite contre Bernard Hopkins et qui va laisser un mauvais souvenir à Laurent Boudouani. Il a boxé encore avant Julian Jackson. Il va encore boxer 2 types qui auront été ou qui vont devenir champions du monde, que ce soit Buster Drayton ou que ce soit Steve Little. Ouais. Donc ça montre que c'était un cadre en amateur et il a un démarrage en pro où tout de suite il prend des gars qui sont vraiment des sérieux. C'est une des caractéristiques de Norris qu'on va voir au fil des ans. C'est un type qui aura affronté et vaincu énormément de champions du monde ou de personnes qui le sont devenus par la suite. Tout à fait. Ce qui explique aussi comme il n'y avait pas de chemin balisé ou sécurisé, ce qui explique que au moment où je vous parle contre Quincy Taylor, il y a quand même 2 défaites. Il y a quand même déjà 2 défaites dans son résumé, quoi. Donc parce que le chemin est dur, quoi. Effectivement, mais comme tu dis, ça arrive. Et donc mes chers amis, il a sa chance mondiale en 89 contre Julian Jackson. Alors ça va rester parce que ça dure même pas un round ce combat. Alors en début de combat, si on peut dire, Terry marche sur l'eau pratiquement en termes pugilistiques. Et encore une fois, il se retrouve un moment dos aux cordes. Il fait une micro-erreur, encore une fois. Ça tombe un petit peu, tu sais, au lieu que ça soit là, ça tombe un petit peu. Et le hock, Julian Jackson, Christian Delcourt, et ben voilà, il suffit de ça et un crochet, mais alors meurtrier arrive et cloue sur place Terry Norris pour le compte. Et ça, c'est un chaos déjà terrible à subir et qui fait froid dans le dos. Et Julian Jackson, l'aura du Julian Jackson en est démultiplié. On a affaire peut-être à un des plus gros punchers de l'histoire à ce moment-là, et Terry Norris a un énorme chaos contre lui en 1989. Ça, c'est quelque chose qui est resté dans l'esprit des journalistes, même les années plus tard, quand Terry était à son sommet. Oui, forcément, on se rappelle de ce combat. Bon, c'est dans cette 2e reprise. On sait que Julian Jackson, c'est un énorme puncher. Il l'a marqué tout au long de sa carrière. Il a simplement été surpris dans le milieu des années 80 par un bonhomme qu'on reverra en France et qui s'appelle Mac McCallum. Surpris et donc battu avant la limite. Dans une 5e reprise, c'était
à Miami Beach. Et donc, en fait, il a une soif de victoire, une soif de revanche, une soif aussi d'aura. Julian Jackson, c'est vrai que quand on parle de puncher, il le sait, lui. Il sait qu'à chacun de ses coups, ça peut tomber. Et il sait qu'en face aussi, il l'a découvert. Terry Norris, c'est de la rapidité, c'est de l'explosivité, c'est un punch, c'est un killer instinct, mais c'est aussi un menton qui peut être fragile. On va s'en rendre compte dans sa carrière. Et face à Julian Jackson, il faut pas laisser la moindre ouverture, la moindre opportunité, parce que là, ça c'est l'addition finale. Et c'est dans ce début de carrière de Terry Norris, voilà, c'est le premier faux pas de Terry Norris. Mais face à Julian Jackson, ça ne pardonne pas. Ah non, effectivement. Effectivement, c'est un coup d'arrêt, voilà, pour cette tentative mondiale. Alors, que va-t-il en être de Terry Norris? Eh ben, comme je vous le disais, on est avec des gens qui ont un esprit, comme je vous le disais déjà à l'époque, qui ont un esprit à l'ancienne, dans une mentalité à l'ancienne, une mentalité de dur. Donc, vous allez être surpris, mais ce KO arrive le 30, si je me trompe pas, le 30 juillet 89. C'est un KO terrible, hein, qui normalement tu mets la pédale douce pendant très longtemps après avoir subi ça. Il va boxer moins de 2 mois après ça. C'est plus possible aujourd'hui. Hein. Ouais. Après avoir subi un KO, c'est plus possible. Moins de 2 mois après, Terry Norris est de retour sur un ring et c'est lui qui met un KO d'ailleurs. Et vous savez quoi? Il va boxer après ce KO en 89, donc le 30 juillet 89, il va boxer 3 fois encore en 89. 3 fois. Il boxe 3 fois pour finalement remonter dans les rankings et avoir en 90 et en mars 90 une nouvelle chance mondiale. Et là, contre qui? Contre qui? Christian l'évoquait déjà. Contre The Beast. The Beast. Mugabe, qui a la ceinture. Il a la ceinture pourquoi? Parce que malheureusement, Mugabe a récupéré la ceinture parce que contre qui? Contre le Français René Jacot, qui malheureusement, alors c'est quelque chose d'extrêmement rare en boxe, mais René Jacot qui dès le premier round va se blesser à la cheville et ne va plus pouvoir tenir debout. C'est un drame absolu de la boxe française. C'est un drame absolu de la boxe française. Vraiment, j'en pleure encore. René Jacot n'a pas pu défendre véritablement ses chances face à Mugabe, alors qu'il avait la ceinture et il avait gagné contre Donald Curry dans un upset incroyable. Voilà. Et donc, John Mugabe avait cette ceinture WBC avec lui et arrive sa première défense de titre contre Terry Norris. Alors, est-ce que Mugabe a été un petit peu, condescendant à Terry Norris en se disant, bon, il s'est mangé un tel KO contre Julian Jackson que je vais me le faire? Bah, qu'est-ce qui se passe? On va peut-être laisser Antoine. Qu'est-ce qui se passe, Antoine, contre The Beast? Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, bon, Mugabe, c'est un très bon. On l'avait dit dans la vidéo sur Hagler. Le combat contre Marvin Hagler lui a prélevé quelque chose. C'est indéniable. C'est un combat dont les deux boxeurs sont sortis laminés et Mugabe a toujours le talent pour coucher des mecs d'un certain niveau, mais il a un peu pris. Il est un peu ébréché. Il boxe chez lui, il est à Tampa. Donc effectivement, il peut faire le barbeau, d'autant plus que, il affronte un gars dont on dit qu'il a le menton friable. Évidemment, quand on est Mugabe et qu'on a gagné tous ses combats par KO, par définition, on peut avoir un petit peu la confiance. Et en effet, alors, chez Norris, il y a une constante, c'est que c'est un garçon qui peut faire des erreurs en dépit d'une technique parfaite, mais c'est un type qui bosse, et c'est un type qui essaye de se corriger. En général, quand il a été conçu sur un combat, il sera intelligent au combat d'après, en général. Bon. Et en l'espèce contre Mugabe, effectivement, il sort un crochet gauche d'école en contre, alors que Mugabe essaye une droite au corps un peu facile, un peu idiote. Tout de suite, il est foudroyé. Et derrière, ce sera compliqué de survivre le round. Et d'ailleurs, il y survit pas. Donc, j'insiste bien sur le fait, tu l'as dit, Captain, que des KO durs subis par des boxeurs invaincus, comme notre ami Norris quand il affronte Jackson, ça peut mettre fin à une carrière. C'est déjà arrivé. Bernard Hopkins, on en avait parlé ensemble aussi. Quand il pète la gueule de Joe Lipsey, qui est contre lui invaincu et très brillant techniquement, Lipsey arrête sa carrière. Le KO l'a traumatisé. Bon, voilà. Norris aurait pu arrêter sa carrière. Et quand on voit ce que ça a été ensuite,
on s'aperçoit de la ressource du bonhomme, c'est-à-dire un menton friable, c'est sûr, mais un courage extraordinaire, c'est ce que tu appelles l'esprit des années 80. Voilà, une hargne. Il lâche pas. C'est un mec qui lâchait pas. On parlait tout à l'heure de killer instinct. C'est vraiment ce qui caractérise Thierry Norris. Bon, il est au tout début de sa carrière, il fait partie d'une famille de boxeurs, même si c'est pas le père qui l'a poussé à la boxe, c'est bien le frère Orlin, etc. Mais c'est la maman qui l'a poussé à la boxe quand il a fallu qu'il se calme un petit peu. Et ça, il y a toujours des histoires dessus. Et le premier combat qu'il a fait, entraîné par son père, c'était face à son frère Orlin Norris, qui a été champion des lourds légers. Donc dans la famille, c'est une vraie histoire de famille. Et quand on gagne ensemble, quand on perd ensemble. Ouais. Et c'est vrai que ça, ça nous a toujours marqué avec Jean-Claude. À chaque fois qu'on voyait Terry, il y avait Orlin qui était pas très loin. Alors le papa, ça, toujours juste derrière. Et puis une croyance. La croyance dans les qualités de Thierry Norris, la croyance tout simplement aussi parce qu'il il est croyant et il se déplace jamais sans son sac de sport bien sûr, mais surtout avec à l'intérieur la Bible. Et quand on voit Thierry Norris, ça nous marquait. On le voyait toujours avec une grosse croix, avec c'est ce que on écrivait. Il a une foi en lui qui est mais incommensurable. Qu'il puisse perdre ou bien sûr l'emporter, puisqu'il a quand même remporté plus de la majorité de ses combats. Mais là, quand il a un adversaire comme ça, John Mugabe, il sait que il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Il le pense forcément de son côté, mais cette croyance, et puis justement, il parlait de cette technique de Thierry Norris. C'est vrai que on découvre déjà une aura de champion. On le voit un petit peu danser, et quand on revoit ce Thierry Norris avec son bras gauche, parce qu'il a un bras gauche, un bras avant, mais qui est terrible. Il arrive à travailler dans des semi-uppercuts, dans des uppercuts, dans des crochets, dans des gauches, et tout d'un coup, ça s'affole, le compteur s'affole, et tout d'un coup, il revient avec la droite, et là, c'est même ce que l'on voit là derrière Antoine. On voit justement ce bras avant, ce crochet gauche. Il était mais terrible. Ouais, ça c'était terrible. Et il était capable, et il le fait même devant Mugabe, devant d'autres bons boxeurs. Il va boxer les mains en bas, on le reverra un petit peu plus tard. Il va là, et puis tout d'un coup, c'est un boxeur hors norme, un super welter, un des très grands super welter de toute la catégorie des super welter qu'on a pu connaître je dirais dans l'histoire de cette boxe. Ah oui, en termes de skills, moi je le redis généralement parce que c'est un sujet qui revient souvent en ce moment avec Lomachenko qui a comment dire un positionnement où vraiment il y a beaucoup à apprendre, mais regardez les appuis, les fondamentaux de Thierry Norris, lui aussi on peut le comparer à un danseur ou une danseuse étoile. Et c'est un compliment dans ma bouche, hein, parce que en termes gestuels, c'est toujours parfait. Et justement, quand c'est pas parfait, c'est là qu'il va avoir des problèmes. Vous avez raison. Donc Terry, là, il a sa ceinture, et il a une grande victoire. Il chope la ceinture avec un énorme KO en mettant fin à Mugabe comme le KO de l'année, je crois, pour The Ring. KO de l'année. Ouais, allez voir ça si vous ne connaissez pas. C'est pas je crois, c'est sûr. C'est sûr. C'est le KO de l'année. Ouais. Et quand on voit à la fin, quand il est ventre sur le ring, John Mugabe, mais c'est terrible. Déjà, on se demande comment il se relève après le premier knockdown. Oh, oui. Et puis le dernier, il y a même sa jambe qui tremble sur le côté, c'est incroyable. Ah oui. Ça frappe est dur. Donc, c'est le champion. Et pour sa première défense de titre, ce qui est extraordinaire, et là on rentre dans les histoires françaises concernant Thierry Norris, Christian, c'est que sa première défense sera justement contre le champion qu'on a à l'époque, René Jacot. Hop, je vous mets tout de suite l'affiche de l'époque. Hein. Il y avait RMO à l'époque. C'était une compagnie de... Exactement. Une compagnie de... Marc Braillon. D'intérim, je crois, qui supportait beaucoup la boxe, qui était dans le football, mais qui était dans la boxe, et qui nous a fait des belles soirées, qui a su et réussi à organiser
ce grand championnat du monde à la patinoire d'Annecy, c'était quelque chose, même si c'était pas chez nous. Voilà, c'était sur le concurrent. Mais alors là, et je vais laisser Antoine en parler, parce que je vais vous avouer quelque chose, c'est que donc vous avez bien compris que je suis un fou amoureux de Terry Norris, mais ce combat-là, je n'ai jamais vu les images de ce combat. Je n'ai jamais vu les images de ce combat. Alors, est-ce que tu peux nous le raconter, Antoine, toi qui l'as vécu? C'est assez simple à raconter. Donc René Jacot, pour ceux qui connaissent pas ce champion, c'était le premier champion du monde français en 30 ans. Depuis Alphonse Salimi, c'était le premier. Il a battu Don Curry, il n'était pas censé gagner. Il fait une performance à la Rocky, c'est-à-dire que il finit très fort un combat qui commence en mangeant. C'est l'incarnation du mec qui boxe avec son cœur, René Jacot. C'est pas quelqu'un qui tape très fort, c'est pas quelqu'un de très rapide, c'est pas une technique exceptionnelle, mais c'est un boxeur avec un cœur gigantesque. Et il affronte Norris, dont on sait qu'il a foutu en larmes au Gabi. Donc on a des petits doutes quand même. On voit arriver ce jeune type assez élégant, assez délié, etc., etc. Et très vite dans le combat, on s'aperçoit qu'il y a un monde d'écart entre les deux, malheureusement. Alors le public soutient Jacot. Jacot tombe une fois, il tombe deux fois. Il se relève et il y a quelque chose de très beau dans ce combat-là, c'est que Jacot est surclassé en tout, mais il va au bout. Alors, est-ce que Norris l'a pas accablé? Est-ce qu'il l'a joué safe, etc. Je pense qu'il aurait eu les moyens de le finir, mais peu importe. Jacot va au bout, et moi j'ai un souvenir épouvantable de jeunes fans français à l'époque. Je suis fasciné par Norris, je suis quand même pour Jacot, je suis fasciné par Norris, et on approche de la fin, on est dans les championship rounds, et j'entends des commentateurs qui disent ah oui, quand même, là, il faudrait un KO. Et on s'aperçoit que Jacot a absolument pas fait mal à Norris du combat. On sait très bien qu'il n'a pas la praline pour le faire. Donc on sait très bien que le KO, il n'arrivera pas. Et voilà. Alors l'autre souvenir terrible, c'est le son. Le son des coups de Norris. Et le son, à chaque fois qu'il envoie une série, il a une façon d'expirer. Il fait un bruit du nez. Il a une façon... C'est une boxe d'école, donc systématiquement il souffle en tapant et je me rappelle son souffle de locomotive et c'est déjà magnifique que Jacot ait fini le combat. Oui, ah oui, oui, oui. Ah oui. Et quand il finit le combat, les cartes des juges, il y en a c'est 120, 107, 119, 108, 117, 109, c'est ce que je suis allé rechercher sur les cartes. Donc il y a un monde d'écart et ce monde il s'appelle les États-Unis. C'est la boxe américaine qui vient ici en France. Voilà, on a un très bon niveau national, un très bon niveau européen, mais là, on s'aperçoit qu'avec Thierry Norris, là, c'est le niveau américain. Alors tout à l'heure, je vais rectifier et surtout se dire, bon, c'est vrai que Marc Braillon était ici pour la promotion, mais il y avait aussi notre ami, le matchmaker, Gérard Tesseron. C'est à Gérard qu'on doit aussi cette réunion, et s'il nous entend, on le salue, Gérard. Et puis, c'était une réunion où il y avait 4 combats, et dedans, il y avait un jeune boxeur qui s'appelle Laurent Boudouani, et qui disputait son 11e combat. Et Laurent Boudouani, on est donc en février 90, il attendra son tour, et on en reparlera dans cette émission. Spoiler alerte, restez branchés. Voilà. Donc, une histoire française. Il faut suivre toute l'émission, hein. Ouais, voilà. Donc, premier voyage de Terry en France. Voilà. Donc, il est à son firmament. Évidemment. Et à partir de là, peut-être à parté aussi si René nous écoute, parce que j'ai eu l'occasion d'être en contact avec lui, bien sûr, il faudra qu'on fasse une émission avec lui, parce que c'est une fin de carrière pour René, où il affronte sa fin de carrière, c'est Donald Curry, Mugabe, Terry Norris et Gianfranco Rossi, parce que son dernier combat se fera en Italie, un peu plus tard, Gianfranco Rossi. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Comme fin de carrière, franchement, c'est un petit peu la classe quand même. Bref, voilà. Donc, Terry Norris repart aux États-Unis pour le Money Fight. Là, pour un combat vraiment très intéressant qui va cristalliser les envies et l'intérêt boxe. Je vais le mettre tout de suite parce que vous l'avez depuis tout à l'heure, juste derrière Christian. On va parler de ça. C'est le voyage new-yorkais de Christian. C'est le voyage new-yorkais. Et regardez, moi, j'ai aussi le poster. Est-ce que
est-ce qu'on le voit? Voilà. Regardez, il est là, le poster. Moi, je l'ai aussi, je vous fais découvrir. Ah, Voilà. il est beau, Voilà. beau. Qui est juste derrière Christian. Et puis aussi, Oui, Christian, le peut-être mien un petit peu vieilli, mais ça va. Et Christian, est-ce que tu avais, parce que le programme, je le trouve encore plus beau, regardez, le programme de la soirée. Oui. Regardez, ça c'est le programme. On est donc le 9 février 91, on est au Madison Square Garden. Alors, j'ai l'impression que c'est un Madison Square Garden qui est rempli à 75%. Est-ce que je me trompe, Christian? Effectivement, et c'est vrai que quand on arrive, alors on a fait la conférence de presse, on a fait pas mal de choses, on a fait, tenez, regardez là, ici. Ah ouais. Est-ce qu'on voit avec sa casquette, Léonard avec le jeune Delcourt? Tout à fait, avec sa casquette. Ici, là, avec la casquette. Oui, on est un petit peu étonné. Pour moi, c'est la première ici au Madison, et de ne pas voir le Madison rempli. Jean-Claude m'en a tellement parlé que bon, ça, c'est un petit peu j'ai pas dire une déception, mais on est là pour une grande affiche. On se dit, mais donc ça veut dire que Léonard n'attire pas, Léonard n'attire plus. Et c'est vrai que quand on regarde dans cette réunion, bon, il y a bien sûr le frère Orlin Norris qui va combattre, mais cette affiche quand même, elle vaut son pesant d'or. Mais comme on l'a dit très bien, on se demande, voilà, et beaucoup pensent que ça peut être effectivement le dernier combat de Léonard. On peut pas faire des comebacks comme ça depuis 1982 et revenir en 84 et repartir en 87 et revenir en 88. Ouais, bien sûr. C'est juste pas possible. C'est l'histoire. Alors quand on voit l'affiche là, on voit Léonard Norris et on voit le beau Léonard avec son short blanc. Et c'est pas le short blanc qu'on va voir sur le ring. Il va arriver avec un short noir. Et on va pas dire qu'on va à l'enterrement de Doris, mais on comprend dès le début du combat que ça va être difficile pour lui. Il a plus 20 ans. Il a un boxeur qui est son idole, hein, qui est son idole. Et Orlin Norris qui, même après ce combat, donc qu'il va remporter, on va en parler, ça restera toujours son idole et son ami. Oui, alors des amitiés comme ça, moi je suis content de pas trop en avoir parce que moi je vais vous dire mon ressenti, c'est que effectivement Léonard il a plus les jambes. Ça se voit. Et il lui a vraiment manqué les jambes ce soir-là, parce qu'il aurait eu besoin d'un gros jeu de jambes. Et à l'inverse, t'as un Terry Norris qui marche sur l'eau. C'est-à-dire son jeu de jambes, il plane. Il plane totalement. Et tu te dis, il peut le finir s'il veut. Oui. Et puis, comme le dit, il tergiverse, je pense, émotionnellement, comme le dit Christian, il veut pas le finir. Mais sauf qu'il fait durer le combat. Et sauf qu'il fait mal, quoi. Parce que il le fait mal pendant 12 rounds, et parce que là, Léonard, il en a aussi dans le pantalon, parce que il faut les tenir, hein, ces 12 rounds, hein, enfin, oui. Il faut les tenir. Donc il a été ultra courageux, Léonard. Mais sauf que bon, c'est une dérouillée de 12 rounds, je me demande qu'est-ce qui était, tu sais, le plus, comment dire, le mieux pour lui. Et puis, à noter, il va avoir des knockdowns. Il va avoir un premier knockdown au deuxième round, et là encore, alors qu'il aurait pu se retenir de lâcher le dernier coup, alors que Léonard est déjà à terre, il ne lâche pas encore. Ça devient un peu un pattern chez Norris. On voit encore ce mauvais geste, parce qu'il n'arrive pas à réfréner sa hargne, et on en reparlera un petit peu plus tard. Antoine, sur ce combat, parce que c'est un combat très symbolique. Vous avez tout dit. Quand on lui tend le micro à la fin du combat, il dit « It's a sad victory ». Il est triste, en fait. Voilà, il a mis une dérouillée à son idole. Ça rappelle Larry Holmes contre Mohamed Ali. C'est un passage de témoin, mais tellement déséquilibré que au final, on en garde un goût assez amer. Alors, la remarque aussi, évidemment, Norris est encore très jeune. Moi, ce qui m'a étonné quand j'ai regardé les statistiques, quand je me suis un peu replongé dans sa carrière, c'était déjà le cas contre Léonard. Norris est une espèce de super welter parfait. Jamais il est à 154 livres précisément à la pesée.
on a l'impression qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts. On a l'impression que c'est un athlète qui naturellement passe toute sa vie à entre 151 et 153 livres. Et il fera c'est ça. un truc extrêmement. Il ne changera jamais de catégorie. Voilà, Il ne enfin, change- c'est vraiment un athlète extrêmement sérieux et un gabarit extrêmement naturel dans cette catégorie. Tout à fait. Et ça s'est vu contre Léonard, qui lui ouais. redescendait des poids super moyens. Tout à fait. Ouais, et tu as raison quand tu parles de ça, Antoine, parce que quand on le voit, et on le voit notamment à la pesée avec sa chaîne pèse lourd par rapport à ce qu'on voit là, que c'est un petit peu, voilà, c'est dénudé. Et notre ami Terry Norris, il aura fait toute sa carrière en poids super welter. Ils sont pas beaucoup comme ça à avoir fait ça, hein, parce que quand on regarde tous les champions qu'on a accompagnés sur Canal et qui sont passés des légers au super léger, au welter, super welter, moyen, blabla, et qui ont fait été gagner des ceintures dans 5 catégories différentes, lui, il est toujours resté au même poids. Et il nous disait qu'il avait du mal, il pouvait pas prendre de poids. Tout simplement, il pouvait pas. Il pouvait manger, il s'entraînait, mais il n'arrivait pas à passer la limite des poids moyens. Ouais, c'est ce qui est assez dingue, parce que là, c'est bien que vous le précisiez, c'est tellement rare d'avoir la confirmation qu'on a un athlète qui boxe véritablement à son poids naturel. Ouais. C'est tellement rare. Tellement Complètement. rare. Voilà. Donc, dernière chose sur le Madison, parce que quand on a le pass média des grandes soirées boxe, etc. Après, bon, on sort pas tous de la salle. On est dans les travées, on discute, on parle avec les coins ou les teams, comme on dit maintenant, des boxeurs et tout ça. Enfin bref, il y a encore du relationnel qui se passe. Dis-moi si je me trompe, Christian, mais cette soirée-là, malgré la défaite, est-ce que tous les yeux et toutes les oreilles et toute l'attention étaient encore tournés dans l'après-match, dans les travées, vers Léonard? Et est-ce que finalement, Terry Norris, est-ce qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a peu de journalistes qui se sont attardés sur lui. En fait, tout le monde est resté avec Léonard malgré la défaite. C'est ça qui s'est passé? Ouais, c'est vrai que quand vous voyez un boxeur comme ça et qui vous annonce sur le ring, il annonce sur le ring sa retraite. C'est pas toujours. Alors bon, il y a des gens qui l'ont annoncé et qui sont revenus, etc. Mais là, on comprend bien. Et je me rappelle vraiment quand on attend cette traduction et tout d'un coup, je suis pas un peu sonné parce que j'entends et que je vais traduire donc aux abonnés et leur dire ça y est, j'arrête, c'est terminé. Mais vous savez, il y a une chape de plomb qui vous tombe dessus parce que vous accompagnez toute une histoire pugilistique énorme. Parce que Sugar Ray Leonard, il a fait rêver mais plein de monde. Il redescend dans cette catégorie des super welter, mais il fait rêver. Et il a fait rêver et il a fait vibrer mon copain Jean-Claude Boutier qui est à côté, qui lui a passé sa carrière dans les poids moyens. Et Jean-Claude, il était là, je lui disais toujours, Jean-Claude, il est toujours bien moyen. Je voyais ses mollets de coq et je lui disais, mais toi, t'es bien ici, les mollets de coq. Mais c'est une passation, non pas de pouvoir, mais une passation de génération qui se passe ce jour-là au Madison Square Garden. Une passation de génération dans la mesure où notre petit Terry Norris, quand il avait 9 ans, Léonard était au JO de 76. Il remportait ces JO de 76. Et lui, il a vécu ça. Il a vécu ça à la télé, et avec les frères Spinks, etc. Tout ça, ça l'a fait rêver. Ouais. On en a parlé un petit peu plus tard, pas à ce moment-là, quand on s'est mis à connaître un petit peu plus Terry Norris, parce que j'ai regardé, en fait, parce que je suis reparti dans mes archives et de me dire, mais attendez, combien de fois on a accompagné Terry Norris où on l'a vu en live? Quand je parle de live, beaucoup. En fait, j'ai calculé, j'ai noté, et c'est 15 fois. Ah bah voilà. 15 fois, donc, 15 fois, on a accompagné Terry Norris en championnat du monde, ou donc que ce soit ici, que ce soit au Mexique, que ce soit en France. Voilà. Et j'étais un petit peu
voilà, je me disais, mais combien de fois j'ai vu Thierry Norris? Et après, en regardant la liste des combats, on se disait, mais attends, mais oui, mais il était bien là. Et pour retrouver Thierry Norris, il faut regarder aussi la réunion, savoir, mais cette année-là, au début, tu te rappelles pas du combat. Et puis tout d'un coup, tu regardes dans l'event, tu dis, ah, yes, Tyson était là, Trinidad était là, Chavez était là. Et du coup, c'est comme ça. Parce que Thierry Norris, il a fait partie de cette génération de boxeurs comme Trinidad, comme Chavez, notamment. Je veux pas dire Pernell Sweet Pea Whitaker parce que c'était moins, mais où il était accompagné par Don King. Ouais. Et c'est Don King donc qui mettait, voilà, on avait notre ami Thierry Norris dans les grandes réunions et il faisait partie de ces 2, 3 ou 4 cartes de championnat du monde. Et ça a été une figure de ta carrière aussi. C'est pour ça que c'était important. Ah oui, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que tu sois là, Christian, parce que on a vécu le phénomène Thierry Norris aussi au travers de ta voix. C'est une évidence. On a parlé d'Oscar, c'était une évidence que tu sois là. On a parlé de Tito, c'était une évidence. Et de Thierry Norris aussi, 15 fois, c'est pas rien. Et de toute façon, c'est 15 souvenirs que tous les gens qui nous regardent ont encore. Alors, on va arrêter sur les. Et quand on dit les 15 fois, et après, les combats qu'on n'a pas fait en live, oui. On les avait en contrat et on les avait donc sur Canal, donc on les vivait voilà, dans l'équipe du dimanche. Voilà, par écran interposé. Tout à fait, tout à fait. Alors on va arrêter là sur Léonard. Voilà, on ne dit pas que Léonard retentera encore une fois de monter sur le ring en 97, mais ne peut parler plus de cette histoire parce que sinon je m'énerve. Voilà, c'est tout. On n'en parle plus, c'est tout, c'est fini. Hop. Et on revient parce que donc là, la carrière prend une autre dimension parce que avoir le scalp de Léonard, ça veut dire quelque chose. Donc la carrière de Terry prend une autre dimension. Et donc on va parler du combat qui arrive juste après, où là encore, c'est pas rien, mais il se prend un Hall of Famer. Ce monsieur est devenu un Hall of Famer, je crois, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Je crois qu'il y a peut-être 2 ans, il a été intronisé au Hall of Fame. Voilà. Et c'est aussi un combat générationnel, très peu connu, très peu connu, mais on va s'y attarder quand même un petit peu. C'est voilà. Vous voyez, ça Palm Springs en Californie, Terry Norris, non pas contre Meldrick Taylor, ça arrive, mais contre Donald Curry. Contre Donald Curry, j'ai même une photo vous voyez, ce qui apparaît, je vais mettre en dessous d'Antoine, cette photo. Voilà, alors Donald Curry a son short bleu. Alors, Terry Norris arrêtera la carrière de Mugabe, d'une certaine façon arrête la carrière de Léonard, et ce soir-là, il va arrêter la carrière de Curry dans un grand combat de pugilisme, un grand combat de boxe. Il faut le rappeler, il est très peu connu, mais encore une fois, c'est de la boxe, comme on dit en anglais, 101, tout est là, ça montré dans toute école de boxe, c'est tout. Voilà, il y a pas de tergiversé. Et puis un Donald Curry qui dans deuxième partie de combat va essayer, va tenter encore de faire bonne figure, mais ça va craquer parce que face à Terry Norris à ce moment-là, ça finit par craquer. Antoine, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ce que tu dis est très vrai, c'est une pépite ce combat et pourtant il est très peu cité. En fait, à ce moment-là, Curry a une cote assez faible parce qu'il a été battu par René Jacos, qui était une surprise. C'était pas sa première défaite d'ailleurs. On a l'impression que c'est un boxeur sur le déclin. On a l'impression que finalement il a donné tout ce qu'il devait donner. Et affronter Terry Norris, dont on a évoqué la trajectoire ascendante, ça veut vraiment dire que le rapport de force n'est pas pour lui. En plus, tu montres l'affiche. Le combat auquel tout le monde pense et qu'on essaie de monter, c'est Norris contre Taylor. Donc, on est en plein build-up et finalement, il y a de bonnes chances sur le papier que Norris, comme on dit en américain, regarde à travers Curry pour déjà se projeter dans le combat d'après. Et Curry fait quelque chose d'assez remarquable. Il a plus vraiment de jambes en fait, par rapport à ses meilleurs combats, par rapport au moment où McCallum l'étale, par rapport à ses meilleures années. Il a plus tout à fait les jambes. Tout à fait. Et il adapte son style avec beaucoup de courage. Il boxe en brawler contre Norris. Il avance sur lui comme un bagarreur. En brawler, B-R-A-W-L-E-R, hein. Brawler. Ouais, c'est sans accent. Et finalement, il donne une très belle réplique à Norris. Et le combat devient disputé et devient une vraie bagarre. Ce qui, sur le papier, n'était pas tout à fait gagné, parce que un type qui massacre Mugabe en moins d'un round, en théorie, il pouvait tout à fait se payer Curry rapidement. Et en fait, le combat dure, je crois, jusqu'au 8e round,
Il y a un KO assez dur. Hein. Bon, Curry va d'abord au tapis, puis il y a un KO assez dur, mais il leur a vendu sa peau extrêmement chèrement et c'est beaucoup plus glorieux pour Curry que la défaite contre Jaco qui était une surprise, la défaite contre Lloyd Hannigan qui était une surprise et la défaite contre McCallum où il se fait étendre proprement. Là, c'est vraiment la mort d'un lion et il faut lui tirer un coup de chapeau. Ouais. Et puis, on se rappelle que ce combat-là, cette défaite du Cobra, elle vient après une autre défaite, après la première grande réunion américaine qu'on avait organisée avec Canal+ et avec les frères Acariès à Bercy, et c'était face à Michael Nunn. Et là, faire venir le Cobra et Michael Nunn en France, c'était quelque chose. Oui. Et quand on fait venir Michael Nunn et le Cobra en France, que le Cobra est battu ensuite par Terry Norris, forcément, on se dit à Canal+, tiens, mais pourquoi on ne ferait pas venir Terry Norris? Et oui, on va y venir. Et ben justement, tu vois, hop, je vais enlever ces deux belles... Ça sent l'art de la transition. Oui, ben on parle à des professionnels, hein. On parle à un grand professionnel de la transition, on est bien d'accord. Hop, parce que ces grandes soirées boxe à Bercy, comme tu le dis, n'oubliez pas que, quand je vous disais c'est une carrière à l'ancienne, c'est qu'après Curry, 2 mois après, il reboxe encore aux États-Unis, hein, Terry Norris, il redéfend son titre. Et que, en fin d'année, on est en décembre, donc 91, on est à Paris, on est à Bercy, on fait revenir le phénomène Terry Norris, qui est connu des Français grâce à ce qui s'est passé l'année précédente, donc contre Jorge Castro. Voilà, avec un combat, encore une fois, à mes yeux, totalement dominé de la tête et des épaules par Terry Norris. Castro ne peut absolument rien faire. C'est une démonstration de boxe qui se passe à Bercy. Christian, tu étais sur place ce soir-là? Oui, j'étais sur place, mais moi j'avais commenté les premiers combats. Notamment, il y avait Fabrice Chiozzo qui était dedans et c'est Charles et Jean-Claude qui étaient aux manettes et qui nous avaient fait vivre ce combat. Et c'est vrai que de le regarder voilà de côté sans le commenter, on s'est aperçu que en fait c'était pas un combat mais c'était un non-combat parce que on n'a jamais imaginé et vu Jorge Castro avoir une seule lueur de pouvoir inverser un score qui était parti dès le premier round. Et d'ailleurs quand on voit les scores des arbitres et notamment du français Alfred Azaro, lui il avait tout vu pour notre ami Norris avec un 120-112, voilà, bon, c'était haut la main, quoi. Tout à fait. Alors, anecdote, Christian, alors, c'est pour se remémorer quelqu'un qui, je pense, était important pour tous les gens qui nous regardent. Tu seras d'accord, Christian? Tu sais qui fait le speaker? Parce qu'il y a le speaker sur le ring au moment du grand combat de Terry Norris, qui fait le speaker pour le public. Tu sais, oui Antoine, tu sais. Vas-y Antoine. Pierre Sled. Il y a Pierre Sled et il y a Thierry Gilardi. Il y avait Gilardi. Il y a Thierry Gilardi, le jeune Thierry Gilardi, qui font les speakers. C'est marrant de les voir faire les speakers. Ça, c'était la petite anecdote qui ravira les gens qui les ont appréciés à l'écran. On avait décidé vraiment de faire du Canal. Et à l'époque, alors, pour la petite anecdote, quand vous parlez de Pierre Sled et de Thierry Gilardi, moi, quand je suis arrivé à Canal en 89, il y avait 5 journalistes sportifs. 5 journalistes sportifs. Quand je dis 5 journalistes sportifs, il y avait encore Jean-Philippe Lustig qui était là, qui est parti pratiquement à moins d'une année après. C'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvé à la boxe. Est allé suivre Chiozzo, TF1. Bon, on s'entendait plus forcément à Canal et avec Charles. Et donc, voilà comment je me suis retrouvé là. Mais il y avait 5 journalistes. Il y avait donc Thierry Gilardi, il y avait Didier Roustan, il y avait Pierre Sled et puis Philippe Doucet. Et voilà. Et au fur et à mesure, en fait, tous les ans, on a accompagné, on a eu 1, 2, 3 journalistes qui sont arrivés, etc. Tous les journalistes du foot. Et quand je suis parti en 2010, on était environ 150. Donc, quand on était à 5 journalistes, et ben tout le monde, voilà, on faisait la présentation, on pouvait commenter la réunion de boxe, et puis la semaine d'après ou quelques jours après, on était sur un championnat du monde de volley, de l'athlétisme, etc. Enfin, on était
je dirais, multisport. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé et qu'on voulait avoir justement une signature Canal. Voilà. Ouais. C'est peut-être dommage que Georges Eddy n'ait pas fait le speaker aussi. Ça aurait été pas mal, ça. Ça aurait été le délire. Ah ben, ça aurait été le bon délire. Ça. Georges Eddy, moi je dis Georges Eddy, je l'ai pas compté dans les journalistes, mais ma plus belle anecdote quand je suis rentré à Canal+, voilà, je connaissais Charles Bietri, je jouais au foot avec le Variété Club de France, avec les retraités, Platini, Giresse, Larquet, etc. Parce que j'étais footballeur. J'avais joué en 3e division et pendant 5 ans, j'ai joué avec eux. On faisait une 50aine de matchs par an et j'étais rentré à France Inter, comme je vous l'avais dit, à France Inter, à France Info. Et puis ensuite, voilà, Charles un jour me dit mais qu'est-ce que tu veux pas tenter ta chance? Et je voulais pas lui demander. Je jouais avec lui, etc. Et bien écoute, non, tu viens, je sais ce que tu fais. Mais tu fais comme tout le monde, tu fais un test et puis voilà. Donc on a fait test et avec Frédéric Cheville qui était là-bas, donc interview, donc voilà sur les connaissances, le sport, etc. Et je trouvais que il commence à me parler de snooker. Je lui dis mais vous savez, vous connaissez le snooker? Mais je lui dis il se trouvait qu'à l'époque je faisais des piges un peu partout et je faisais des piges pour Télépoche. Ah. Et Télépoche c'est ce petit magazine télé. Et en fait, dedans, donc je faisais tout le sport sur Télépoche. Et le snooker, à l'époque, je connaissais bien, puisqu'il fallait que je fasse les résumés, les présentations sur Canal+. Donc, entre guillemets, si vous voulez me piéger sur le snooker, etc., non. Et là, il me dit, bon, écoute, ouais, la boxe, tu aimes? Oui, j'aime bien la boxe. Et il commence à me poser 2-3 questions. Et c'était l'époque et de comment s'appelle, de Jaco, etc. Ben, j'ai fait un résumé sur Jaco. On n'avait pas les images, mais j'ai fait un résumé sur Jaco. Et sur Jaco, qui avait perdu son titre face à qui? Mugabe. Eh ben, monsieur dont on a parlé là. Et donc, j'ai fait ce résumé de boxe. Ils m'ont laissé 1 heure. J'ai ensuite donc donné mon résumé de boxe. Et là, ils sont tous regroupés. Alors, il y avait Gilardi, il y avait Charles, etc. Et puis hop, là, on passait le grand test. Hein. Ils ont trouvé ça très bien. Ah ouais, et du coup, Charles savait que la boxe, ça pouvait être quelque chose. Ok. Et après ça, on va en terminer avec notre ami Georges Eddy. Il fallait parler anglais. Et donc, à l'époque, on n'avait pas le téléphone comme ça partout. Il n'y avait pas de portable. C'est lui qui t'a fait le test d'anglais. Et là, ils m'appellent, ils me disent bon, on va t'appeler. Alors, et je vais l'appeler d'une cabine. Et là, on se retrouve. Donc, je suis à Malakoff, près de Paris. Et dans une allô, oui. Alors, il y a Georges qui me dit, ok, écoute, alors, je suis, voilà, tu me poses une question, je vais parler et ensuite tu vas traduire, hein, tu vas traduire. Et alors donc, et il commence à parler et il me parle de boxe. Il me dit, voilà, je suis boxeur, Curie, Jaco, etc. Et donc, et je fais l'interview et puis voilà, et je fais tout ça. Et j'entendais rire derrière et ils me l'ont dit après, en fait, ils étaient tous autour. Charles, Thierry, etc. Et ils se marraient parce que c'était leur truc, quoi. Vous étiez embauchés, mais on vous fait quand même l'anglais, donc ils savaient que vous débrouilliez un petit peu. À l'époque, plus, parce que maintenant, voilà, je suis exilé depuis une dizaine d'années. Alors en plus, avec tout ce que j'ai fait aux États-Unis, donc vous parlez couramment anglais, etc. Mais là, à l'époque, c'était à mourir de rire. Et ça, quand je suis arrivé, j'ai signé, ils m'ont dit, on était mort de rire. Ouais, et le Georges qui disait, allez, je vais lui envoyer une petite question comme ça. Voilà, en fait, bon, on est sorti un petit peu de Thierry Norris, mais il en fait partie. Il fait partie avec Curie, avec Jaco, de l'interview. Ouais, de toute façon, tu sais, quand t'es français que tu parles anglais, quoi que tu fasses, tu fais rire. Avec ton accent, on fait rire. Hein, donc, voilà, faut pas se vexer. Mais bref, merci pour l'anecdote. Alors, on revient à Thierry Norris. Et comme je vous disais, carrière à l'ancienne, c'est-à-dire que après George Castro, il attend pas 6 mois, 1 an pour boxer comme maintenant. Hein. Je veux dire, 3 mois plus tard, c'était le rythme moyen, c'était 2-3 mois pour Thierry Norris à chaque fois entre ses combats. Hein. Maximum. Donc c'est reparti. Alors ce qui est délirant, c'est qu'en 92, il commence l'année en prenant Carl Daniels qui les affrontera tous.
et la plupart du temps il perdra, mais il les aura tous affrontés. Laurent Boudouani l'affrontera quelques années plus tard d'ailleurs, Cardaniès. Donc là, Cardaniès, il se fait mettre KO par Terry Norris, et arrive là un autre combat générationnel, je pense à mes yeux très important. On est au Mirage de Las Vegas, vous savez que j'adore le Mirage, voilà, et Meldrick Taylor, qui est une figure, monte de catégorie pour affronter Terry Norris. On se dit que sur le papier, ce sont deux phénomènes, même si Meldrick Taylor n'est peut-être plus le même depuis ce combat légendaire contre et meurtrier contre Chavez en 90, mais là on est en 92 et on pensait qu'il allait y avoir match, mais il n'y a pas match. Il n'y a pas match parce que Terry, peut-être que ce soir-là, Terry est encore plus terrible que d'habitude. Il est terrible. Quelle impression ça vous a laissé ces 4 rounds où vraiment Terry assoit son pouvoir sur les super welter. C'est incroyable cette soirée. Antoine? C'est un combat qui m'a laissé une impression assez incompréhensible parce que en gros, ça se voit d'ailleurs sur ta photo. Bon, Norris a un avantage d'allonge de taille par rapport à Taylor. Et pendant les 4 rounds, Taylor reste en face de lui. Il ne tourne pas. Il essaie pas, en fait, de faire jouer sa vitesse d'ancien welter alors qu'il vient de monter de catégorie. Il reste en face de Norris. Et que se passe-t-il? Au premier round, c'est à peu près équilibré. Au deuxième, il en mange. Au troisième, il prend la droite très régulièrement. Et au quatrième, ça craque. Je comprends toujours pas la tactique de Meldrick Taylor ce soir-là. Sur le papier, on avait un combat très intéressant. Et dans les faits, ça a été une exécution. Et un vrai moment de gloire pour Terry Norris. Ouais. Beaucoup moins intéressant que le combat contre Curry, qui pour le coup était censé être presque plus déséquilibré sur le papier. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Ouais. Et puis vas-y. Oui, et puis quand on parle voilà de ce combat, on a affaire à Terrible, ok, qui donc lui Terry, c'était à chaque fois là, il sculptait, vous vous rappelez, hein. Ses coiffures, et donc ça pouvait être KO, Terrible, etc. Et en face, en fait, il a celui qui est surnommé The Kid. Et on s'aperçoit, on voit sur le ring que c'est The Kid, mais le Kid, il est tout petit. Et en fait, il est déjà moins grand que, bien sûr, que Terry Norris, mais en plus, il boxe vraiment ramassé. Et c'est pour ça qu'on voit Terry Norris qui doit aller se désaxer, aller chercher le crochet gauche, le percute, etc., travailler en bas, au foie, etc. Mais il est débordé et il nous a paru vraiment petit, le Kid, sur ce combat. Mais par contre, il est resté debout, ou il est resté agenouillé à chaque fois. Et il n'est pas tombé avant la 4e reprise. Voilà. Voilà. Et alors, parle-nous, parce que tu sais que moi, de toute façon, j'ai ma passion pour Las Vegas. Là, on est au Mirage. Donc, parle-nous, on est à l'extérieur. En plus, c'est l'été, si je me souviens bien, ouais, de la date. Il doit faire une chaleur extérieure. Christian, c'était un moment de grosse chaleur pour commenter ce match? Non, pas des chaleurs comme on a connu. La plus grosse, ça devait être. Je me rappelle d'un Holyfield Holmes où c'était hallucinant, quoi. On avait l'impression d'arriver dans une fournaise là. Ouais. Puis quand vous arrivez, que vous n'êtes pas très très bien et un petit peu malade, alors là ça vous tombe dessus. Mais non, on avait l'impression que le Mirage était un petit peu plus concentré. Alors le Mirage, c'est juste à côté du César, hein. C'est voilà, on arrête le César qui a vécu les grandes heures de la boxe et on essaye ici, bon, bien sûr, de concurrencer. C'est ce que faisaient tous les grands promoteurs de ces immenses palaces, etc. Et on a une autre impression. On n'est pas dans la légende. Le César, c'est la légende. Le Mirage, c'est comme son nom l'indique, hein, d'ailleurs. On se retrouve dans une autre dimension, mais une dimension qui ne nous permet pas de dire on va vivre ou on va garder une grande soirée ou un grand souvenir de cette soirée ou de cette réunion. Et ça nous a toujours fait le cas au Mirage. C'est toujours l'impression au Mirage.
Sauf quand il y a du gens qui descendent du ciel. Mais même quand ils descendent du ciel, ils vont au Caesar Palace, ils vont pas au Mirage. Ils atterrissent là-bas. Tout à fait. Alors bon. Et bon, on en revient toujours au même. Voilà, le César, c'est le César, et ça restera toujours le César. Et le jour où le César a été fermé, ça nous a fait un choc avec Jean-Claude. On y est allé. Et d'ailleurs, moi, le premier combat que j'avais fait au César, c'était dans le petit César. Et c'était un combat avec le grand Tommy Hearns contre Iron Barclay. Tout à fait, qu'on a évoqué. Voilà, les deux, Iron Barclay qui était cuit au pâquerette, mais là, ça, et c'était terrible. Mais voilà, le Mirage rentre bien sûr, dans les grandes salles extérieures de boxe depuis les dernières décennies. Ouais. Bah, ils ont eu une période dorée dont on parle à ce moment-là, mais ils font la boxe. Et puis ça manque, et ça nous a manqué avec Jean-Claude à partir du moment où on n'a plus de soirée dehors. Ouais. Bien sûr, s'il se met à neiger, ça peut être grave. Mais bon, la neige à Las Vegas, elle est juste à 50 km. Tout à fait. Voilà. Alors pour Terry Norris là, avec encore une grosse perf, une grosse victoire, voilà, et ben ça va être une accumulation de défenses de titres. L'année 92, l'année 93 va être une accumulation de défenses de titres. Notamment, on en parlait la dernière fois dans notre dernière émission, messieurs, mais il va défendre son titre notamment contre Maurice Blocker. Voilà, je vous ai retrouvé l'affiche. Voilà, mais c'est une accumulation de victoires, comme je vous dis, ça déroule. Ça boxe beaucoup aussi, je vous le dis. Et puis, va arriver cette fin d'année 93. Voilà. Et votre capitaine, mes pirates, avait fait une erreur indigne du capitaine, c'est que la dernière fois que j'étais avec Christian en live, on parle de cette fameuse soirée au stade Aztec, et je vous ai dit qu'il y avait un combat en sous-carte que j'ai dans ma mémoire, que j'ai laissé la même soirée. Non, c'était pas la même soirée, ça arrive plus tard dans l'année, aussi au Mexique, à Puebla. Voilà, va arriver encore une défense de titre pour Terry Norris, la dernière de l'année 93. Et regardez l'affiche, parce que l'affiche était prémonitoire. Norris contre Simon Brown. Voilà, alors Simon Brown, qu'en est-il de Simon Brown à ce moment-là? On se dit que Norris, ça va encore passer. Eh ben non. On est encore au 4e round, mais là, il y a un enchaînement de Simon Brown, un énorme coup, et là, encore une fois, un peu à l'image de ce que Terry a vécu contre Julian Jackson, Terry qui est foudroyé sur place et qui tombe tel un arbre, voilà, et qui tombe, et c'est un upset retentissant à l'époque, hein. C'est l'upset de l'époque. Voilà, la surprise de l'époque, Simon Brown a gagné contre Terry Norris et l'a mis KO, mais un KO violent. Terry Norris va avoir du mal même à la suite. Christian, ça vous a mis bouche bée? Ah oui, parce que on n'imaginait pas retrouver Simon Brown. Enfin, quand je vais dire à ce niveau-là, on sait que c'est un boxeur dur, c'est un boxeur qui a une superbe carrière, qui a rencontré, tu parlais de Maurice Blocker, donc voilà, qui a affronté vraiment des grands champions. Mais finalement, c'est là qu'on s'aperçoit que Terry Norris, voilà, il est beaucoup sur la pointe des pieds, il peut danser, il peut être un super styliste, mais par contre, on en revient à ce menton, comme le disait Antoine, pas le menton de verre, parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais dès que ça passe à travers de la garde, ça passe, Terry Norris n'est plus le boxeur qui imprime et qui montre en fait sa force de caractère. On a dit tout à l'heure que c'était un instinct de killer, mais il a un instinct aussi qui peut complètement être à la renverse, et c'est toujours ce que ça nous a fait penser, et on se dit même au fur et à mesure que ça passe, parce que Terry Norris, il se dépense, il travaille, il prend aussi des coups, il y va, il a le menton, des fois il le montre, mais quand il est touché, et on verra au fur et à mesure de cette carrière que Terry Norris va perdre de ses capacités physiques et de sa rapidité, et même surtout de son coup d'œil. Tout à fait.
tout à fait. Antoine aussi, ça, à ce moment-là, t'es à fond dans la boxe. Ça, c'est ta première expérience d'upset. Ouais. C'est compliqué à dire. Ce qui est sûr, c'est que quand on revoit ce combat, il y a un truc, c'est exactement comme Taylor contre Norris. On ne comprend pas certains choix tactiques. C'est-à-dire que, en gros, Norris va au tapis à la fin du premier round sur un jab qui est parfaitement donné. C'est très rare. Il va au tapis sur un jab. C'est vrai. Et au deuxième round, alors que il se déplace beaucoup mieux que Simon Brown, il peut tourner, il peut jabber, ben, il retourne au charbon. Il retourne au charbon et il prend des contres. Et au troisième round, il retourne au charbon et il prend des contres. Et donc, il se fait assaisonner petit à petit parce qu'il s'obstine quelque part à aller au carton contre un type qui finalement a une seule chance contre lui, c'est de mettre des contres. Et là, on comprend pas. On comprend pas. Revoyez le combat, c'est saisissant. Et au quatrième, effectivement, là encore, il prend un KO sur un contre du droit monstrueux. À mon avis, la moitié du mérite revient à Brown parce qu'il est arrivé très bien préparé, qu'il avait étudié Norris, qu'il s'était préparé en altitude pour se préparer au climat du Mexique. Mais objectivement, il y a au moins 50% qui est pour Norris. Norris était un combattant qui pouvait faire des conneries. Après, il apprenait. Voilà. Et donc, on va reparler parce que, encore une fois, c'est une carrière à l'ancienne. On est dans une époque moderne, mais Terry Norris, la mentalité du clan Norris, c'est des mecs à l'ancienne. Donc, ça tergiverse pas. Il remontera sur le ring pour 3 mois plus tard. Je te coupe juste pour terminer là, parce que je regardais effectivement dans ce que j'avais écrit. Il disait effectivement donc ma défaite contre Brown reste mon plus gros cauchemar. C'est ce qu'il avait dit et il disait mais je sais ce que Dieu a voulu me montrer, c'était de rester humble. Voilà, c'est écrit dedans et je me rappelle effectivement quand j'avais écrit cela, c'est vrai que voilà, mais c'est vrai que c'était 4 rounds de cauchemar. C'est pas le Terry Norris qu'on connaît, le Terry Norris dont on se dit ça y est, il va surfer sur ces années 90 en étant le roi des super welter et on l'attend non pas par rapport avec des boxeurs comme Maurice Blocker, comme Simon Brown, comme etc. On l'attend face à des boxeurs qui vont avoir une renommée. Et ça, on en parlera au fur et à mesure. Tout à l'heure, quand on a dit notre dernière émission, c'était avec Trinidad. Mais Trinidad, c'est un boxeur qu'il aurait aimé affronter. Et le contrat était signé avec Don King, mais ce combat ne s'est jamais fait. Et c'est ce qui va manquer à un moment de la carrière de Terry Norris, avoir les grands noms, les très grands noms en face de lui. Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors que, messieurs, il y a peut-être je sais pas, un minuteur ou quelque chose qui est proche de vous, parce qu'on entend, mais là, apparemment, ça va mieux. Donc, il remontera sur le ring à la suite de ça. On est en décembre 93, dès mars 94, il remonte sur le ring, et il va avoir une revanche. Et une revanche qui est, encore une fois, à mes yeux, est une revanche qui est très très peu connue des fans de boxe. Et ça, c'est véritablement quelque chose de pas bien, mes pirates, parce que vous devez voir de vos propres yeux cette revanche qui a lieu à Las Vegas. Je sais pas si Canal+ l'a diffusé. Moi-même, je l'ai découvert plus tard. Merci YouTube. Où, écoutez, là, il emmène Simon Brown à l'école. On a le Terry Norris, peut-être pour dans les années 90, ça peut-être sa performance. On a 12 rounds où il school, comme on dit, il peut rien faire, Simon Brown. Écoutez, en ce moment-là, actuellement, on a vu que Lomachenko par le passé a schooler des mecs. On est dans le même registre. Terry Norris, c'est une démonstration de boxe, mais voilà. Quand Terry Norris était ajusté et ne fait plus aucune erreur tactique et stratégique, il est dans une perfection. Et je crois que ce soir-là, on est à l'été 94, je sais plus, je l'avais noté. On est... Oui, je vais te rafraîchir la mémoire. Mai 94, et c'est une perfection. Quand tu demandais si Canal+ avait fait, c'est l'une des plus grandes soirées que l'on a faites. Et bien sûr qu'on était en direct. Puisque dans cette soirée-là,
C'était oui, c'était la revanche de. Mais c'est moi qui suis con, c'est moi aussi. Laisse tomber, j'ai dit une connerie, c'est la revanche Chavez-Randall. Voilà, j'allais dire. Non, mais c'est moi. Chavez-Randall. Tu as ensuite Gerald McLennan contre Julian Jackson. KO1. C'était terrible. Simon Brown, Thierry Norris. Tu avais Azuma Nelson contre James Lera. C'était la nuit des revanches. Non mais le capitaine. Je vais aller me flageller. Attends, je vais aller me flageller toute la journée parce que j'ai dit voilà. Un truc de fou, Captain. Ben oui, je le sais. Mais tu vois, c'était tellement fou. Christian, en plus je l'ai vécu en direct. Mais c'était tellement fou que ça a été noyé. Effectivement, ça a été noyé parce qu'il s'est passé tellement de choses que cette performance sportive a complètement été noyée. Et en fait, moi-même, je l'ai redécouvert plus tard. En fait, la vérité, c'est que c'est sorti complètement de mon esprit parce que ce qui s'est passé après était tellement dingue que je l'ai moi-même oublié pendant des décennies. Ouais. Voilà. Ouais. Nous, on s'en rappelle bien, et puis des fois, on se rappelle bien de soirées comme ça quand à la fin on est en train de parler comme ça. Oui, t'en peux plus. On a commenté. Mais quand vous avez commenté, il y avait aussi un combat avec Ricardo Lopez. En fait, on avait commenté avant. Je regarde là sur les stats sur la carte. On avait commenté 3-12 rounds. Ensuite, heureusement, il y a Gerald McLennan qui arrive et qui assassine Julian Jackson en un round. Et encore 8 rounds avec Chavez Randall. À la fin, ça vous fait 41 rounds à commenter comme ça. Ouf, ça fait... plus les intermittences. Ça fait énormément. Plus que 41, 45. 45, c'est énorme. Cette soirée-là, c'est quoi? C'est 5 heures de live? Ce Thierry Norris, là, voilà, il est là. Et dans ces 12 rounds, eh ben, on est surpris. C'est une surprise au MGM de voir Simon Brown l'emporter comme ça face à Thierry Norris. Personne n'y croit, personne n'y croyait. Là, c'est Terry qui prend sa revanche. Hein? Oui, c'était après là, la première. Oui. Ouais, et donc, voilà, oui, parce que les combats s'enchaînent. Tu vois, le capitaine, là, on en perd la tête. Là. On en perd la tête, tu vois. On en a perdu la tête. Là, on n'arrive plus. C'était trop, tu vois. Tu sais, mais ce soir-là, je pense que c'est un summum de live. Hein. C'est un summum de live. La soirée des revanches, c'est un summum de live. Tu l'as vécu, Antoine? Non. Alors, je l'ai pas vécu en direct. En revanche, le scénario des deux combats entre Brown et Norris, ça rappelle un peu Andy Ruiz contre Anthony Joshua. Hein, c'est-à-dire un upset, un type qui arrive, qui y croit, un challenger qui saisit l'opportunité parce que le champion fait une grosse bêtise, en l'occurrence rester dans la zone où il faut pas. Et finalement, pour cette revanche, Norris a fait ses devoirs, tout simplement. Donc, il va pas à la bagarre. Pendant 12 rounds, il fait in and out, jeu de jambes, il rentre dans la zone, il met une série, il recule, etc., et il tourne. Et c'est un modèle, comme tu l'as dit, parce que voilà, une des grosses qualités qu'avait Norris et qu'on a été frustré de pas voir dans le premier combat, c'est les jambes. Et ces 12 rounds, c'est une démonstration de jeu de jambes offensif et défensif. C'est magistral. Voilà. Et donc là, la carrière continue effectivement. L'année 94 continue. Et puis là, on va laisser parler Christian pour quelque chose. Donc Christian a été témoin et qui est c'est plus que de l'anecdote, hein, mais dans l'histoire de la boxe, c'est un truc de malade. Enfin, voilà, il va se passer la parenthèse Luis Santana dans l'histoire de Terry Norris. Il s'en serait bien passé, Terry Norris. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je remets dans le contexte, je te laisse parler, Christian. Je remets dans le contexte. Je vous avais expliqué que Terry Norris, parfois, il avait une sale habitude, parfois dans l'énergie de mettre knockdown son adversaire, il avait une sale habitude parfois de ne pas retenir et de laisser les coups partir même quand son adversaire était au sol ou que l'arbitre voulait intervenir. Et qu'est-ce qui se passe là? Et c'est l'impression que ça me donne, c'est que Luis Santana avait au moins bien étudié ça, et que Santana, de toute façon, il fait pas match avec Terry Norris. Il fait pas match. On est au Mexique à fin 94. Il y a pas match. Et donc, il se passe un moment, il est dans les vapes, et
malheureusement, Terry Norris va le frapper après que le knockdown soit comptabilisé derrière la tête. Et alors là, on a un Luis Santana qui, de toute évidence, est allé au cours Florent, a eu de très très bons cours de comédie, voilà, et donc qui joue sa carte pour sortir, qui joue la carte, et donc bah, c'est une disqualification où franchement Terry Norris peut s'en mordre les doigts parce que il donne de l'eau au moulin justement. Santana a le vice d'avoir vu ça. Et bah, on se dit, bon, alors là, c'est vraiment un arrêt, enfin, c'est vraiment une épine dans le pied pour Terry Norris, et il a l'occasion de rectifier la chose, et là, je vais te laisser parler, Christian, parce que tout le monde en parle de ça, il a l'occasion de rectifier la chose dans une autre soirée que vous avez fait en direct, que j'ai vécu aussi, et que je ne vais pas faire d'erreur là-dessus. On est dans cette soirée Larry Holmes contre McCall, il y a plein une sous-carte avec Félix, on en a parlé, il y avait Tito, il y avait Chavez, et il y avait justement Terry Norris qui devait remettre les choses à plat face à Luis Santana. Et patatras, mais qu'est-ce qui se passe, Christian? Ah bah qu'est-ce qui se passe, on a vécu dans l'histoire de la boxe des trilogies fantastiques. Des trilogies fantastiques, hein, à l'époque même de Mohamed Ali, avec Frazier, on a vécu dans cette époque-là, donc les années 95, etc. On a la trilogie. Ah, on a perdu Christian. Ça va, Christian? Alors, Hein, oui. Ah, t'es de retour, Vous m'entendez? Ouais, c'est le. Ok, oui, je disais qu'on avait des trilogies, mais là, à voir, parce que ça va être une trilogie, hein. Donc on a une première disqualification et on en a une deuxième encore. Et en fait, c'est là qu'on s'aperçoit que, je vais pas dire qu'il est pas bien net, Terry Norris, mais ça fait exploser aussi Jean-Claude. Autant le premier, ça fait exploser Jean-Claude parce qu'il se dit alors mais Santana, ce type qui vient de la République dominicaine là, qui a toutes les ficelles, mais qui est un truqueur. Et ça, Jean-Claude, il apprécie pas du tout. Et il est prêt à insulter, à lui dire mais attends, mais remonte-toi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en plus avec un Terry Norris qu'on commence à adorer, qu'on commence à accompagner, et donc on se dit attends, c'est pas possible, voilà, ça se brise tout de suite. Mais quand vous avez un deuxième combat et que vous avez quand même Terry Norris, il avait une fâcheuse habitude de combattre à la limite et d'aller au bout. Voilà, on le voit bien effectivement allongé. Alors là, ça c'est de la grande sérénade. Terry Norris qui nous dira plus tard, mais attendez, voilà, je l'ai vu, il était là allongé, il disait qu'il avait les yeux dans le bac. Non, mais non, il avait les yeux ouverts, c'est vrai que c'était scandaleux. Le premier, vous dites, je tape au-dessus de la tête, alors il commence à retomber, mais une deuxième disqualification, mais c'est un coup d'arrêt. Et Terry Norris nous a dit, mais c'est le plus gros truqueur de l'histoire de la boxe que je connaisse. Et il nous l'a dit de cette façon-là. Ouais. Et il était hallucinant. Mais par contre, il y a une chose, si vous vous rappelez plusieurs des combats de Terry Norris, il était toujours vindicatif. Après, quand un combat où s'arrêtait, ou que le boxeur avait parlé, il continuait, l'arbitre était obligé de l'arrêter. Et on l'a même vu contre Sugar Ray Leonard. Le grand Sugar Ray Leonard, je me rappellerai toujours de ça, quand il est allé à terre, je sais plus, dans la deuxième reprise, et dans la septième reprise, dans la deuxième reprise, il est pratiquement à terre, à genoux, et là, il veut encore y aller, alors que voilà, c'est terminé. Et l'arbitre se jette dessus pour l'empêcher de frapper Léonard à terre. S'il le touche à terre, il est disqualifié aussi, hein. Oui. Et en plus, mais ce qui le touche, le pire. Sauf que là, Léonard, il triche pas. Mais là, notre ami Carlos Santana, hein. Luis Santana, Luis. Carlos Santana, hein. Luis Santana, bien sûr. Oui, un truqueur. Nous, on en est resté là avec Jean-Claude. On s'est affolé parce que, attendez, vous vous rendez compte, il est parti sur une civière. Attendez, il est parti sur une civière. Mais il l'a fait, mais juste à fond. Hein. Ouais, il l'a joué à fond. Ah, mais de toute façon, quand t'es dans un rôle, faut pas en sortir. Hein. Et donc, 2 fois de suite, on a de la grande comédie. Mais alors, comme on le disait, Terry, malheureusement, il donne aussi de l'eau au moulin avec cette arme qui n'arrive pas à condenser. Mais le mec, alors voilà, 2 fois de suite, 2 disqualifications de suite. Voilà, alors
qu'est-ce qui va se passer, Antoine? C'est que pour finir, il va quand même avoir un troisième combat, parce qu'il faut quand même en finir de cette histoire. Et ce troisième combat, il va arriver, il va avoir dans une soirée historique pour Canal+, historique pour Christian, et il nous a fait vibrer encore, le Christian, regarde, c'est cette soirée-là, tu vois. Je dirais même que c'est pas cette soirée-là. Pour être plus précis. Ce n'est pas cette soirée-là, c'est cet après-midi-là. Tu es d'accord avec moi, Christian? Parce que ce combat fait partie de la carte du retour de Mike Tyson le 19 août 1985. Hein, je sais où j'étais, t'inquiète pas. Mais 95. Oh, 95. Ah bah ouais, c'est encore. Tu vois, je veux faire mon effet, et je me plante. Et c'était ce combat-là était en fait, si je me souviens bien de ce que vous nous aviez expliqué, il était gratuit pour le public parce qu'il était dans l'après-midi et il était diffusé sur Fox, pas sur Showtime. Voilà, pour essayer de faire un effet d'annonce pour que les gens aillent acheter le pay-per-view qui commençait un peu plus tard. Voilà. Mais toi, t'étais quand même là, et donc là, Terry Norris rectifie le tir en très très peu de temps. Voilà, ce qui aurait dû arriver au premier combat arrive enfin au troisième. Voilà, c'est une démonstration, et il n'y a pas de disqualification. Ouf, on en finit là. On en finit là. C'est quoi ton souvenir de ça? Là, quand on dit voilà, c'est le grand champion, il sait que il va pas se retrouver encore vaincu, et encore certainement pas vaincu par disqualification. Et là, c'est le grand Terry Norris. Quand je dis il y a pas de combat, il y a une démonstration. C'est un Terry Norris des grands soirs, dans une très grande soirée, comme tu l'as dit, bien avant. C'est vrai que c'est passé peut-être 3 heures avant, et il remet en fait les pendules à l'heure. Ouais. Et il revient donc le Terry Norris qui n'aurait jamais dû perdre face à ce Luis Santana. C'est ce qu'on disait toujours, que il avait perdu face à un tricheur, mais là il gagne lui avec un grand cœur. Ouais, voilà, donc il récupère enfin la ceinture, parce que n'oubliez pas que l'autre, grâce à la disqualification, il était champion du monde, hein. Il avait, voilà. Absolument. Luis Santana était champion du monde. Et là, c'est devant, quand tu dis, voilà, ça se passe sur Fox, etc., si un jour, on revient et on fait une saga Tyson, que vous avez déjà, fait, etc. Mais il y a les anecdotes pas encore. Sur Tyson, sur ce McNeely. Le retour is back, c'est extraordinaire. Moi, je me souviens avoir compté les caméras qui étaient en place quand il y avait la conférence de presse. C'était 75. 75 caméras. Il n'y en avait pas plus parce que il n'y avait pas de place pour plus. Mais pour le retour, c'était de la folie. De la folie quand vous imaginez Tyson qui n'a pas combattu depuis plus de 3 ans et demi, qui se retrouve, enfin même plus, et qui revient là. C'est un des grands moments de boxe. J'avais ma petite famille qui était avec moi. Nos 2 filles étaient là à l'époque. Elles avaient 6 ans et 4 ans. Elles s'en rappellent toute leur vie. Et la moindre des places, parce que là-bas il y avait plus de tickets, etc. Pour amener madame, etc., c'était $3,000 à l'époque. De l'époque. C'était fou furieux. Et c'était pas au premier rang. Hein. Non. Ouais. Non, mais au premier rang. Voilà. Au premier rang, c'était Pamela Anderson avec Tommy Lee. Au premier rang, c'était Pamela Anderson avec Tommy Lee, il y avait Denzel, il y avait Jim Carrey, je me souviens, et ils étaient chauds en plus. Enfin bref. Donc voilà, l'épisode Luis Santana prend fin. Voilà. Effectivement. Vas-y. Petit rapprochement historique de cette situation-là, Norris-Santana. On a un Hall of Famer français qui s'appelle Marcel Thiel et qui a combattu dans les années 20-30, si je me rappelle bien. Et les Québécois lui disent pas merci parce qu'il a fait un peu le même coup, d'après les historiens de boxe, à un Québécois qui s'appelait Lo Brouillard. C'est-à-dire 2 victoires en championnat du monde sur disqualification, et les témoins de l'époque sont moyennement convaincus, surtout s'ils sont québécois. Donc, allez regarder ça, c'est assez rigolo. Évidemment, il n'y a pas les images, mais apparemment, il y a un Français qui l'a un peu fait à l'envers à un Québécois sur le même mode. Bon, il était par ailleurs un grand boxeur, qui a eu une belle carrière, etc., etc. Mais les 2 combats contre Brouillard,
C'est un peu du Santana, apparemment. Apparemment. Voilà. Alors, l'année 95 va continuer, qui est une grande année pour Terry Norris avec ce retour de titre dans l'escarcelle. Pourquoi? Parce qu'il va avoir une soirée qui est une soirée assez symbolique qu'on oublie aussi. Christian était aussi sur place avec son ami Jean-Claude. Et là, parce que Christian, les États-Unis, il connaît bien. Parce que là, il est du côté de Philadelphie, tu vois. J'adore, je vais te mettre l'affiche. Et toujours Mike Tyson pour son deuxième combat de retour, voilà, qui finit par se faire à Philadelphie contre Buster Matisse, quel joli nom. Et donc, c'est une histoire, parce que Terry Norris est en sous-carte de cette soirée, et cette soirée, je vous en ai parlé dans cette vidéo. Voilà, je fais un petit peu de pub, hein, messieurs, voilà, ne m'en veuillez pas. Cette vidéo qui s'appelle 1995, la revue, l'année 1995 par le Capitaine. Voilà, où évidemment je m'arrête sur cette date. Ah, merci Antoine. Voilà, tu vois, voilà, avec le beau visuel, peut-être ça finira en t-shirt, ça. Tu vois, ça finira en t-shirt. Donc, voilà. Et parce qu'il y a une histoire de Terry Norris contre Paul Vaden ce soir-là. Paul Vaden, c'était un sacré boxeur. Hein. C'était aussi un sacré boxeur. Christian, te souviens-tu de l'histoire de Terry Norris contre Paul Vaden? Tu nous entends, Christian? Allô, Christian? Ah, c'est peut-être Ah non, oui, bien sûr, je t'entends. Non, je sais pas de la... Oui. Ah, on te voit. Alors, tu t'en souviens plus, mais je pense que tu nous en as peut-être. Ah, je me vois frisé. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend bien. On t'entend bien, voilà. Christian. Voilà, ça va beaucoup mieux. Oui. Voilà, c'est les aléas des appels Skype et de 3 fuseaux horaires différents. C'est pas simple. Même pour Skype, c'est pas simple. Tu vois, on le met en sur-régime, le Skype. Skype, il est obligé de boxer en sur-régime. Donc, Christian, je pense que tu nous l'avais un petit peu évoqué à l'antenne, mais le duel Terry Norris contre Paul Vaden révélait quelque chose d'assez compliqué. Qui ose en parler, Antoine? Oh bah oui, on peut y aller. Allez, vas-y. Alors, disons que, alors, ce qu'ont vu les spectateurs, c'est un combat d'unification des super welters entre deux boxeurs assez hostiles en conférence de presse et un combat qui a duré les 12 rounds, qui est allé au bout, avec une vraie domination assez disputée au début et puis assez vite tout de même une vraie domination technique de Norris, mais un adversaire qui, une fois n'est pas coutume, reste debout et encaisse beaucoup. Ouais. Donc voilà ce qu'on a vu, c'est 12 rounds de démonstration et un peu de correction d'un type qui ferait presque durer le plaisir. Voilà. Ça, c'est ce qu'ont vu les spectateurs. Voilà. Et pourquoi? Parce que apparemment, Paul Vaden avait eu une histoire avec l'ex-femme de Terry Norris. Voilà. Donc, et c'était pas un combat de boxe, hein. Il venait régler des comptes. Et donc, comme il venait régler des comptes, beaucoup pensaient que ça allait être une bagarre, que ça allait dégénérer, que ça allait être une bagarre. Et là, Terry Norris boxe le gars. Il le boxe. Et là, le Terry Norris qu'on sait qu'il peut perdre son sang-froid, il le perd jamais dans ce combat. Il le perd jamais, mais bon, vous voyez à la fin du combat, il l'insulte de tous les noms, hein, le mec. Mais il lui a donné une correction. Il donne une correction à Paul Vaden. Alors, c'est ce qui fait que, selon moi, je pense que c'est la dernière grande soirée, c'est la dernière démonstration de boxe de Terry Norris dans sa carrière. Mais quelle démonstration! Quand tu sais ce qui s'est passé derrière ce combat, ce qui s'est joué, et l'intelligence qu'a eu sur le ring Terry Norris, c'est assez impressionnant à voir. Bien sûr, si vous le savez pas, vous vous dites bon bah ça finit par être un peu chiant le combat, tu vois, mais non, en fait, c'était tout l'inverse. Et donc, c'est la dernière grande soirée de Terry Norris qui devient un champion unifié, comme tu nous l'as dit, WBC, IBF. Et donc, à ce moment-là, fin 95, ça devient un vrai nom. Et il aurait pu, comme le disait Christian, il aurait pu encore prétendre à des grands noms qui arrivent chez les super welter pour des money fights, des big money fights. Et puis, finalement, ça ne va pas arriver, alors qu'il va quand même défendre son titre plusieurs fois pendant l'année 96 et 97, mais arrive décembre 97. Et comme je vous le disais,
Terry Norris est une perle technique à regarder, mais c'est ce qui est fou avec Terry Norris, c'est que parfois Terry Norris fait l'erreur, fait comment tu sais, fait cette petite erreur, cette marge d'erreur qui fait que des grosses droites peuvent passer, des droites terribles. Et là, malheureusement, il y a le casting est pas bon en face de lui parce qu'il a un dur au mal en face de lui. On est en décembre 97, on est à Atlantic City et il affronte Keith Mullings. Et Keith Mullings, il est dominé le début de combat parce que le pédigré de Terry Norris est au-dessus, mais sauf qu'il y a une droite qui va passer et qui va tout changer et qui va faire mal. Comme Terry Norris a pu les subir parfois dans sa carrière, encore une droite qui fait mal. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être la droite de trop. Terry est arrêté par l'arbitre. Si je me souviens bien, j'aime pas regarder ce combat, mais au septième round. Et selon moi, c'est exactement la fin de Terry Norris. Voilà, la droite, c'est une de trop en fait. C'est une de trop et on ne joue pas la boxe. Voilà, you don't play boxing. C'est une de trop. Keith Mullings était un bon champion. On l'oublie aussi ça. Et donc, ça fait mal. Je crois que vous l'avez peut-être commenté en cabine ce combat-là, Christian et Jean-Claude, pour peut-être l'équipe du dimanche. On y était parce que c'était une soirée avec Oscar de la Hoya et Wilfredo Rivera. Ah. Et comme j'ai le t-shirt, et le poster de Rivera, donc c'est sûr, on l'a pas eu en France en cabine, mais on l'a bien eu là-bas. Et oui, c'était donc Atlantic City, et ça fait déjà depuis quelques temps. On a parlé donc tout à l'heure vous avez parlé de Philadelphie, et déjà on sent que Terry Norris n'est plus le même. Terry Norris a été touché aussi dans sa carrière. Oui. Alors, je vais pas dire qu'il manque quelques neurones, etc. Mais il y a une petite dyslexie quand il parle, quand il s'exprime. Voilà, c'est le combattant qui a pris quelques coups et qui du coup n'a plus les mêmes réflexes et qui forcément sur le ring ne va pas réagir de la même façon. Et ça, Jean-Claude, il en parlait très bien, mais avec pudeur aussi, parce que bon, c'est pas lui qui aurait été raconté effectivement l'histoire de la petite amie de Terry Norris, etc. Ça, on le laissait plutôt aux Américains. Mais nous, ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce que on voit que Terry Norris n'est plus le Terry Norris. On l'a vu. C'est des fois très peu perceptible, mais dans la façon de vous poser une question, ça y est, et on a l'impression qu'il vous reconnaît pas du premier coup. Ça, et ça nous l'avait vraiment fait à Philadelphie. Je me rappelle d'une fois où on était dans l'hôtel, on est descendu, il y avait des ascenseurs, un ascenseur qui descendait, un qui montait, enfin des élévateurs, et il était en face, et d'habitude ça réagissait au quart de tour, et là ça ne réagissait pas au quart de tour. Et juste quand on est arrivé en bas, on s'est retourné, on l'a regardé monter, alors il était invariablement avec son père et avec son frère, et on s'est dit, là il a été touché et sur le ring, forcément, ça va se ressentir. Et face à Keith Mullings, c'est ce qui se passe. Hein. On est déjà, quand on dit voilà la fin entre guillemets de Terry Norris, on sait très bien que voilà les belles années, elles sont passées et qu'on sent qu'elles vont passer et qu'il va pas avoir ce boxeur en face de lui qui s'appelle Oscar de la Hoya, qui s'appelle Félix Tito Trinidad, qui s'appelle Pernell Sweet Pea Whitaker, qui s'appelle Chavez. On n'a pas parce que on l'a déjà dit, bloqueur, Braun, Santana, etc. C'est pas le même niveau. Alors on gardera tout au long de la carrière, elle n'est pas terminée, parce qu'on a encore deux combats là, et notamment un combat français, hein, mais on gardera justement de toute cette carrière de Terry Norris, le gentil entre guillemets, et c'est pas fais attention quand je dis le gentil boxeur, bien élevé, etc., mais qui est resté au niveau, qui a été l'un des plus grands super welter de toute la carrière justement dans cette catégorie-là, mais il lui manquait l'échelon supérieur qui l'aurait fait monter au firmament tout de suite. Voilà, effectivement, et déjà là, donc les signes sont réels. Voilà,
comme je vous le disais, il est dans une carrière à l'ancienne qui l'a affecté. Il est amoindri par la boxe, comme malheureusement beaucoup de boxeurs, mais véritablement amoindri. Mais le problème, c'est que la carrière ne s'arrête pas. Il va avoir 3 défaites de suite. Keith Mullins, une contre Dan Rosenblatt, qui était un grand adversaire de Vinny Pacienza. Enfin bref, mais ça vous montre le niveau. Je veux dire, le Dan, il a jamais été au niveau de Terry Norris. Et malheureusement, il a quand même la victoire au point. C'est pour vous dire que Terry Norris y est plus. Et malheureusement, et ça me fait mal au cœur parce que je les aime tous les deux. Je les aime profondément tous les deux. C'est une histoire française encore, mais c'est peut-être l'une des rares histoires françaises de la grande boxe que, en fait, je m'en serais passé. Voilà. C'est qu'il y a eu quand même un combat Terry Norris contre Boudouani, parce que Boudouani avait besoin de grands noms, quoi. Et Terry Norris vient là. Il est certainement venu pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire comme généralement l'argent. Et il est déjà amoindri, et ça fait mal, et c'est tellement dommage pour les deux, parce que ça laisse pas un bon souvenir, voilà. Et il est contrariant. Cette soirée est un peu contrariante a posteriori. Elle fait mal au cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Tout à fait. C'est exactement ça. Alors on parlait de Laurent Boudouani qui était dans la réunion de Marc Braillon et de Gérard Tesseron à l'époque donc de René Jacot. Et là, on voit Laurent Boudouani, voilà, on l'a accompagné, on l'accompagne depuis 96 où il est devenu champion du monde face à Julio César Vasquez. On l'a suivi après contre Singleton, Daniels, je regarde, et surtout Guillermo Jones. Donc on avait été à Albuquerque, on avait été à Las Vegas, voilà, face à Guillermo Jones. Et là, on le retrouve face à Terry Norris. On se dit, voilà, l'affiche, un nom, mais on sent que ça n'a pas l'étincelle, ça n'a pas l'éclat. Attendez, Terry Norris qui vient quelques années plus tôt, peut-être 7 ans avant, à Bercy, c'est autre chose. Là, on est au Palais des Sports de Paris. Voilà, c'est un bon combat. On est dans l'année où nos Français nous font plaisir. Hein. Ils sont champions du monde. On a Hassan Chérifi, on a Khalid Raïdou, on a Jean-Marc Mendy, Jean-Baptiste Mendy, pardon. On a Hassan Chérifi. Voilà, on a l'impression qu'on en découvre de partout. Et Laurent Boudouani, c'est vraiment voilà la tête de gondole. Et c'est un super boxeur aussi techniquement. C'est vraiment quelqu'un qu'on aime voir. Et finalement, dans ce combat-là, il nous est resté un petit peu d'amertume, amertume de savoir que Terry Norris, c'est sûr, ça va être la fin. Et puis l'amertume de se dire que Laurent Boudouani, il aurait mérité une autre victoire, d'accord. Si il est champion, il bat un Terry Norris, mais quand vous battez un boxeur qui n'est plus celui que l'on a connu, où on sent que voilà, sincèrement, ça vous fait mal. Et je peux vous assurer que Jean-Claude serait là et vous dirait, il avait mal. Il avait vraiment mal pour Terry Norris, et forcément mal parce que quand vous êtes un boxeur et que vous savez que vous êtes face à quelqu'un qui, entre guillemets, est diminué, même si vous montez sur le ring, ça, mais vous frappez pas de la même façon, vous pouvez vous retenir, c'est pas un vrai combat, et pour un champion, un boxeur, c'est certainement pas le combat dont on rêve. Voilà, ouais, effectivement. Et on a mal, on a de la peine pour Terry Norris. Tu veux rajouter quelque chose, Antoine, sur ça? Vous avez tout dit. Sur le papier, le scénario était assez proche du moment où Fabrice Tiozzo a boxé à Lyon Mike McCallum, qui était une vieille gloire aussi. Ouais. Et sur le papier, c'est un peu la même chose, mais dans les faits, c'est très différent, parce que McCallum avait encore quelque chose à donner. Fabrice Tiozzo doit aller chercher la victoire. On sent que McCallum perd, mais gracieusement. Enfin bon, il a tout donné, etc. Mais il n'est pas diminué. Et là, l'image de Norris contre Boudouani, elle est tout à fait différente. On sent très bien que le type a perdu quelque chose. Donc c'est un peu triste, entre guillemets, que dans la carrière de Boudouani, ce beau nom, dans les faits, ait été une victoire aussi amère, en quelque sorte. C'est un peu triste, un peu dommage. Voilà.
Voilà, non, mais donc, effectivement. vous ne sentez pas obligé de regarder le combat. Non, voilà. Vos auditeurs, Non. vous sentez pas. Non, c'est pas forcément de regarder le combat, c'est surtout de ne pas écouter les interviews de Terry Norris. On l'avait fait avant, après, et je vous promets, j'ai coupé. On a mis le moins possible, et justement pour faire en sorte que, parce que quand vous avez quelqu'un qui cherche ses mots, vous dites oh là là, c'est pas possible, et maintenant il faut monter sur le ring. Voilà. Mais Là, tu sais c'est qu'il sera, Là, c'est et donc, en fait, il sera détecté par cette docteure qui a été médecin de la commission athlétique du Nevada, qui a fondé l'agence VADA, et c'est elle qui détectera le brain damage, de Terry Norris, qui arrivera l'ausculter et à le démontrer, et donc évidemment elle contribuera à arrêter sa carrière et surtout à le suivre. Et donc effectivement on a un Terry Norris qui a amoindri, mais qui restera un guerrier toute sa vie, parce que il combat justement ces séquelles-là d'une belle façon. Il y a un reportage qui existe, qui date de 2013, justement, un portrait de Terry Norris sur sa nouvelle vie, qui date de 2013, et qui, bon, effectivement, ça ne fait pas de doute en termes des séquelles du brain damage qu'il a subi, mais par rapport à d'autres, alors on préférait qu'il n'ait pas de brain damage, mais il s'en sort plutôt bien, il est bien entouré, avec sa femme qui s'en occupe bien, et il est à San Diego, et ce qui est fou, c'est que il a monté un gym de boxe, et quand on voit le Terry Norris entraîneur, eh ben c'est comme si de rien n'était. Il bouge comme il a toujours bougé, les réflexes sont là, et c'est tellement beau à voir d'ailleurs. Et donc voilà, ça sera un guerrier devant l'éternel, le Terry Norris. Et donc, il est toujours super welter. Et oui, il est toujours super welter, et il est toujours gaulé, parce qu'en fait, c'est ce que le médecin, regardez ce reportage, j'essaierai de le mettre dans la description, le lien dans la description. C'est que ce que le médecin dit, c'est que en fait le brain damage a endommagé aussi une partie de son système nerveux, qui fait que ça contracte ses muscles. Donc ça veut dire que le mec il est gaulé, mais comme voilà, tous ses muscles sont encore saillants et tout ça, quoi. Tu vois, donc vraiment il nous met encore la misère, voilà, physiquement, Terry. Voilà, mais tu sais, quand les voyages reprendront, et si j'ai l'opportunité de retourner à San Diego, là, je vous promets, mes pirates, je vous promets que j'essaye d'aller à la rencontre de Terry Norris. Je vous le promets, mes pirates. Voilà, au moins j'essaierai. Donc voilà, en conclusion, Antoine, je te laisse la conclusion, mais comme le disait Christian, façon, en termes de skills, de boxe, de pédigré, il est à étudier, et d'une autre façon, comme le disait Christian, c'est l'un des plus grands super welters de son époque, et ça fait partie des super welters dont on a parlé. T'as parlé de Thomas Hearns, on a parlé ensemble de Félix Trinidad, c'est une évidence qu'il fallait parler de Terry Norris. On rajoute Winky Wright et on tient les 4 meilleurs, en gros, à 154 livres. C'est un carré magique. Ce que je retiens de Norris, c'est que c'est un type qui pouvait faire des bêtises sur le ring, mais qui faisait ses devoirs, et que c'était un bon combattant de revanche, en quelque sorte. C'est un type, on l'a dit, auquel il leur a manqué l'étincelle, le super fight, peut-être aussi parce que les super welters, ça reste ni les welters ni les moyens, et que en général, les combats les plus lucratifs, qui ont le plus de rayonnement, vont se disputer dans les catégories historiques. Et lui, il a occupé un interstice particulier qui correspondait à son poids naturel, mais qui n'était pas la catégorie la plus prestigieuse. Il a battu 16 boxeurs qui ont été champions du monde ou qui le sont devenus par la suite. Il a défendu 16 fois un titre en catégorie super welter, donc c'est quand même des chiffres relativement importants. Anecdote, allez chercher les pirates, les images du combat. Alors le dernier champion du monde qui a battu Terry Norris, c'est Vince Petway. Et Vince Petway, c'était un boxeur relativement solide, auquel Norris met un magnifique KO au foie après l'avoir dominé. Petway a auparavant affronté Simon Brown. On y revient, donc un des tombeurs de Norris. Brown avait un menton en acier trempé. Petway lui casse le menton sur le KO le plus incroyable que vous verrez jamais sur un ring. J'exagère même pas. Ouais, regardez, Petway contre Brown, 2 anciennes victimes. Avec les gants bleus. Ils ont des gants incroyables.
matez-vous ça, faites-vous plaisir. Tout à fait. Moi, Terry Norris, c'est ma jeunesse, donc c'est un champion qui compte et je suis ravi que certains probablement découvrent Terry Norris à l'occasion de cette vidéo parce que voilà, c'est pas le nom le plus réputé historiquement. Moi, c'est un nom qui me fait quelque chose. Et à étudier pour tout apprenant boxe, à étudier mes pirates. Et on l'a fait avec la voix qui a suivi la carrière de Terry Norris, Christian Delcourt. Christian, tu nous disais tout à l'heure qu'on avait fait des portraits de carrière, mais on les a pas tous fait, Christian. Voilà. Mais Christian, qui est devenu un sociétaire de la piraterie de la boxe. Christian, comme tu es un sociétaire, tu sais quoi? La prochaine fois que tu as envie de revenir dans la piraterie de la boxe, tu sais quoi? On fait l'émission que tu veux. C'est toi qui choisis le sujet et nous, on déroule pour toi. Il n'y a pas de souci. La prochaine fois que vous voyez Christian, c'est Christian qui choisit ce qu'il veut nous dire et de quoi il veut parler ou de quel athlète il veut parler. Et nous, on suit. Il y a pas. D'accord, Christian? Tu gardes ça en tête. Ah oui. Écoutez, la triplette là, ça me va bien aussi. Donc tu gardes ça en tête. Ça c'est sûr qu'il y a plein de choses. Il y a plein de belles choses à raconter et des voyages, mais le pirate vous avertira. Eh ben voilà. Merci Christian, merci Antoine de 130 livres pour cette discussion encore géniale. Merci, quel bonheur de vous avoir. Et nous les pirates, on se rejoint bientôt pour de nouvelles aventures box. Tenez-vous prêts. Et boum!